CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. On se retrouve pour une nouvelle édition de CRIF Mag. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Philippe Val, qui est journaliste, chroniqueur, humoriste, écrivain. Vous avez été à la tête de Charlie Hebdo durant 17 ans en tant que rédacteur en chef et comme directeur de publication. Vous avez aussi dirigé jusqu'en 2014 France Inter. En 2021, vous rejoignez l'équipe d'antenne d'Europe 1. On vous doit au niveau des livres, beaucoup de livres, dont Rire aux éditions de l'Observatoire en 2024. En 2020, vous signez un très beau roman, Allegro Barbaro. Et en 2015, c'était Charlie aux éditions Grasset. Bonsoir Philippe Val, comment allez-vous ? Ça va. Écoutez, Alors, oui. Alors une année qui démarre sur les chapeaux de roue, je le disais toujours, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, on va revenir bien évidemment sur les 10 ans de Charlie Hebdo, mais avant ça, Philippe Val, hier, ça a été la libération enfin de 3 otages, Doron Steinbrecher, Romy Gonen et Émilie Damari, suite à la première phase de l'accord de cessez-le-feu dans la guerre qui oppose Israël et le groupe terroriste le Hamas. Est-ce que vous pouvez nous donner votre réaction ? D'abord sur le fond, l'espèce d'horreur et de dégoût que je ressens quand il y a des prises d'otages. Et je pense que les groupes humains, les États, comme l'Algérie avec Walem Sansal, comme l'Iran, comme la Russie fait aussi, comme le fait aussi la Turquie, ces prises d'otages, et comme le fait de façon absolument barbare, digne de Daesh évidemment, puisque c'est le même club, comme le fait le Hamas, c'est d'entrée de jeu annoncer que l'être humain est une marchandise qui va pouvoir se négocier contre de l'argent, contre des avantages, contre des avancées de leurs intérêts personnels, en général les intérêts personnels des gouvernants. Donc c'est quelque chose d'ignoble, mais vraiment, c'est peut-être une des pires choses que l'humanité fait pour déshumaniser l'autre. Et ensuite, évidemment, on se réjouit de la libération des 3 otages, puisque depuis le 7 octobre, on vit dans l'angoisse pour ces otages. Et ce qui a été convenu, j'imagine, évidemment, que le Hamas détenant les otages, a un avantage dans les règles du jeu. Ces libérations au compte-gouttes de gens dont on apprend les noms au dernier moment, dont certains vont être rendus à leur famille alors qu'ils sont morts, vraisemblablement. C'est encore ajouter la torture morale à l'horreur. Alors d'un côté, on se réjouit de la libération merveilleuse pour ces 3 personnes. De l'autre côté, on se dit qu'on vit, on cohabite sur la planète avec des gens qui nous font horreur, qui ont décidé de trahir leur qualité d'être humain pour aller rejoindre dans la partie noire de notre histoire les pires des criminels. Je pense aux nazis, je pense dans la fiction aux personnages comme Richard III dans Shakespeare, je pense à ce qu'il peut y avoir de pire dans l'humanité. Voilà. Donc c'est des sentiments très partagés, très effrayés et plein de questionnements. On se demande comment il est possible que des humains traitent ainsi d'autres humains. Alors justement, suite à l'annonce de cet accord de cessez-le-feu, les réactions n'ont pas tardé, je vais dire, sur Twitter, etc. Et on a quand même vu une partie de la France insoumise continuer à accuser Israël de peuple génocidaire, même en voyant les images de ces trois jeunes femmes, dont une, on a pu s'apercevoir qu'elle avait quand même des doigts coupés. Ce qui paraît être, à mon avis, elles ont eu des traitements assez compliqués. Comment vous analysez le fait que c'est un parti finalement qui ne refuse d'être dans la pondération ? Non, c'est pas qu'ils refusent d'être dans la pondération. C'est qu'ils refusent. Enfin, c'est pas ça. C'est qu'ils acceptent au contraire de collaborer, d'être compatibles avec ce qu'il y a de pire sur Terre.
ce dont je parlais tout à l'heure, la France insoumise accepte sa compatibilité avec ça. Et ce faisant, je trouve quand même que le Parti socialiste a mis un certain temps, un temps coupable, un temps honteux avant de s'en rendre compte et de divorcer, puisqu'il semblerait que depuis 2-3 jours, il divorce d'avec LFI, d'avec cette coalition autour de LFI qui est coalition honteuse. Parce que vous savez, par exemple, l'antisémitisme, c'est très rare les gens qui se lèvent sur une place publique pour dire « Eh ben moi je suis antisémite ». Non, les antisémites ne le disent pas. Ce qui est plus dangereux que tout, c'est les gens qui sont compatibles avec l'antisémitisme, et l'antisémitisme radical, l'antisémitisme qui fait partie de l'idéologie, comme c'est le cas pour les frères musulmans, le Hamas et tous ces mouvements. Donc, à partir du moment où un parti politique français appelle ces mouvements des mouvements de libération, ça veut dire qu'il collabore au sens le plus méprisable que ce mot a été connoté par la collaboration avec les nazis. Je m'excuse, j'ai horreur de me servir si souvent de cette allusion historique parce qu'il faut la réserver à elle-même et à ce qu'elle est. Mais là, on ne peut pas ne pas s'effrayer qu'un parti politique français qui a des représentants à l'Assemblée nationale se soit abaissé, effondré moralement au point d'être compatible avec ces mouvements antisémites et criminels. Alors justement, eh bien là, nous en sommes à la première phase et la deuxième phase aura lieu eh bien normalement samedi prochain. Mais il est vrai que tout le monde retient son souffle parce qu'on sait que dans le cadre de ces accords, rien peut tout faire capoter et il reste encore eh bien des otages vivants en espérant que les petits bébés Bibas le soient aussi, Philippe Val. Alors on va revenir, si vous voulez bien, sur ce mois de janvier 2025 qui est un mois lourd. Je sais que c'est un mois lourd pour vous et cette année encore plus puisque c'était malheureusement les 10 ans de l'attentat contre Charlie Hebdo. Qu'avez-vous ressenti, Philippe ? D'abord, dans le négatif, c'est le bilan. En 10 ans, on a vu d'autres attentats être commis, toujours par des musulmans radicalisés, sans exception. Donc il y a un questionnement que l'islam doit se poser. Pourquoi il produit en son sein une radicalisation qui conduit des individus à commettre des meurtres de cette façon et des attentats terroristes. Or, il n'apparaît pas dans le débat public que cette religion, pourtant massive en France, se pose des questions. C'est quand même le grand absent, la grande inconnue, le grand impensé de notre société. C'est qu'une religion pratiquée par des millions de gens ne se pose publiquement aucune question sur la dérive extrémiste d'une partie de ses fidèles et la dérive criminelle. Bon, déjà première chose, au bout de 10 ans, on peut faire ce triste bilan, puisque 2 professeurs ont été égorgés, d'autres personnes ont été, etc. Vous savez, on ne va pas faire la litanie, on connaît tous ces choses-là. Ensuite, le manque de questionnement de la société française à ce sujet est aussi flagrant, non pas tant de la part de la population que de la part de certains médias très puissants, tels que, des médias dominants moralement, vous voyez, dominants de façon éditoriale, dominants parce que supposés être les détenteurs du jugement de ce qui est bien et de ce qui est mal. Je veux dire parler du Monde, de certains médias de service public, du groupe de journaux Le Monde, plus voilà bon. Et ça, c'est quand même catastrophique parce que ça ne reflète pas du tout ni la réalité de l'opinion française, et pourtant ça continue à être dominant, si vous voulez, moralement. Et ça, c'est quand même c'est aussi ce qui rend la France insoumise possible. Et le fait que la France insoumise existe, ça fournit un terreau, un écosystème favorable à la radicalisation. Donc, on est coupable déjà, de ce point de vue-là,
d'une espèce de tolérance et d'inconscience avec l'intolérable. Alors Philippe Val, je le disais, 10 ans, Charlie Hebdo, on a tenté donc de détruire ce journal en tuant énormément 12 personnes, dont beaucoup de journalistes. Force est de constater que 10 ans après, Charlie Hebdo existe toujours. Il continue à produire des unes. Quel regard vous portez sur le Charlie Hebdo de 2025 ? L'anniversaire de 10 ans de cette tragédie de l'hypercachère et de Charlie Hebdo a contribué, je pense, à réveiller une certaine conscience qui dans la population, une fois de plus, est quand même vigilante, et aussi à montrer le courage des gens qui font Charlie Hebdo, ce qui est très difficile de faire un journal dans un bunker, etc. Bon, c'est très compliqué parce qu'un journal, ça a besoin d'air, de fenêtres ouvertes, et là, ils n'y ont pas droit. Ensuite, ça a contribué à montrer, à préciser, à éclaircir l'image de Charlie Hebdo. À l'occasion de ces 10 ans, ils ont fait des grosses ventes et on s'est rendu compte que le journal était meilleur que ce qu'on pensait. Malgré toutes les difficultés qu'il a, ils font un très bon journal satirique et voilà. Donc je pense que c'est le côté positif de ces anniversaires, c'est que ça montre aussi que les terroristes n'ont pas gagné, du moins sur ce terrain-là. Philippe Val, je vous remercie. Le journal paraît encore et bien vivant. Voilà. Eh bien, écoutez, on souhaite longue vie à Charlie Hebdo. Et quelle est votre actualité ? J'ai vu que vous avez, je le disais en antenne, vous avez sorti un livre, Rire, en 2024. Oui. Est-ce que vous en avez un autre en préparation ? Qu'est-ce que vous avez en préparation ? Oui, j'ai un livre qui va sortir début mai. Voilà. Et qui traitera quel sujet ? La gauche et l'antisémitisme, justement. Ah ben écoutez, on le lira avec attention et on vous réinvitera parce que vous avez tout à fait votre place ici chez nous. Je vous remercie infiniment Philippe, à très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. On se retrouve dans CRIF Mag et j'ai le plaisir de recevoir ce soir Rudy Benjamin. Rudy Benjamin, bonsoir. Bonsoir Karine. Alors je me suis aperçue que depuis, ça va faire bientôt 3 ans, j'ai eu beaucoup de personnes du comité directeur du CRIF, mais absolument pas vous. Alors ça me fait plaisir déjà de vous avoir et si vous le voulez, ce soir, on va faire plus ample connaissance tous les deux. Alors déjà, Rudy Benjamin, à l'état civil, vous êtes un chef d'entreprise puisque vous dirigez une société de promotion immobilière et d'investissement immobilier. C'est bien ça ? Présentez-vous. Tout à fait. Écoutez, je suis Rudy Benjamin. J'ai 36 ans, je suis père de 4 enfants et dans ma vie professionnelle, je dirige une entreprise qui fait des opérations d'investissement immobilier et des opérations de promotion immobilière. Ok, vous êtes, je le disais, vous avez été élu au comité directeur du CRIF Marseille-Provence. Sans vouloir être offensante ou indiscrète, on vous a jamais vu avant dans la communauté ? Non, effectivement, c'est le premier engagement communautaire que je prends. J'ai néanmoins le sens de l'engagement puisque j'ai d'autres engagements, notamment dans le monde économique, puisque je suis élu à la Chambre de commerce avec Jean-Luc Chauvin depuis 2016. Et j'ai estimé effectivement qu'il était temps de s'engager dans la communauté, puisqu'on traverse, je pense qu'on va en parler, des temps un peu compliqués et que la communauté a besoin de toutes les forces vives. Alors justement, on va en parler puisque vous êtes coprésident avec la présidente du CRIF Marseille-Provence, à savoir Fabienne Bendayan, de la commission politique. C'est quoi cette commission politique ? Écoutez, c'est une commission qui consiste à créer du lien, entretenir du lien entre les personnes qui y sont invitées, donc les membres du comité directeur, exécutif, les présidents d'associations et les pouvoirs publics et notamment politiques. Il est important qu'on puisse, nous, CRIF Marseille-Provence, porter la voix de la communauté juive auprès de ces politiques, de ces personnalités élues, pour leur faire remonter nos doléances, nos problématiques, les enjeux que l'on connaît aujourd'hui quand on est investi dans la communauté, mais aussi quand on est un simple juif à Marseille.
Alors justement, Rudy Benjamin, vous l'avez en quelque sorte dit quand vous êtes présenté, vous avez un pied dans le milieu professionnel où vous êtes aux côtés, vous collaborez avec beaucoup d'acteurs économiques. Vous disiez que cette commission politique, elle est là pour faire remonter les doléances de la communauté, etc. Mais aussi plus largement et positivement de parler de partenariat finalement, parce qu'il n'y a pas tout de négatif quand on convoque les politiques. Ah ben non, bien sûr que non, au contraire, on parle avec eux des choses qui vont et des choses qui ne vont pas. Nous, on est en mesure, si vous voulez, en tant que citoyen de la cité, mais aussi juif, de connaître les problèmes que l'on peut tous rencontrer au quotidien. Et notre rôle, c'est entre autres de leur faire remonter ces problèmes, ce qui va encore une fois et ce qui ne va pas, et de voir avec eux comment on peut mettre en place des actions communes pour essayer de faire avancer les choses dans le bon sens. Alors justement, techniquement, depuis 3 ans, et pour y avoir assisté, il y en a eu pas mal de commissions politiques. Comment vous décidez? C'est collégial, j'imagine, de savoir, parce que j'ai vu que ça s'était même élargi au monde économique, puisque Jean-Luc Chauvin avait été pressenti et était venu. C'est vraiment une volonté d'agrandir le cercle. Comment vous dites, on va se concentrer sur telle personne, on a envie d'en avoir une autre, etc. Écoute, nous à la base, c'est une commission politique, donc le CRIF étant lui apolitique, le principe c'est de recevoir toutes les personnalités politiques qui font partie de l'arc républicain, que ce soit à gauche ou à droite. Après, effectivement, on avait décidé d'élargir cette commission politique aux acteurs importants du territoire, soit effectivement le président de la Chambre de commerce, le bâtonnier, le préfet, voilà, on n'a pas cantonné ça uniquement aux élus politiques, mais à tout intervenant important du territoire. Alors justement, Rudy Benjamin, qu'avez-vous envie, vous, avec cette aventure dans laquelle vous êtes lancé? On sait que par réputation, on va dire, je vais faire un petit clin d'œil, mais les Benjamins, quand ils se mettent dans quelque chose, ils y vont à fond. Hein. C'est pas à moitié, c'est pas etc. C'est vraiment pas en demi-mesure. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter à cette commission? Est-ce que vous avez la volonté de continuer ou pas? Écoutez, d'abord continuer, oui, effectivement, vous avez raison, quand on s'engage, on essaie d'aller au bout des choses et de faire les choses correctement. À titre personnel, moi, j'attends rien de particulier. Ce que je veux, c'est pouvoir mettre à disposition mes compétences professionnelles, même si c'est pas exactement à propos, mais on a quand même certains réflexes. Mon sens de l'engagement aussi, mes réflexes et d'une manière générale, les qualités qui peuvent être les miennes pour faire avancer le CRIF dans le rôle qui est le sien. Alors justement, je dirais que vous avez été élu au comité directeur du CRIF dans un moment assez compliqué, une période très compliquée entre la montée de l'antisémitisme, le traumatisme que le 7 octobre a pu créer. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, au quotidien, en tant qu'homme, en tant que professionnel, en tant que militant, maintenant communautaire, et même en tant que père, puisque vous l'avez dit, vous êtes papa de 4 garçons. Écoutez, oui, je suis papa de 4 garçons et à ce titre, on est forcément inquiet parce qu'on sent que la période est tendue et se tend de plus en plus. Effectivement, l'avènement du 7 octobre a été un choc pour la communauté, mais d'une manière générale pour la communauté nationale. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est essayer de faire redescendre la pression, de pouvoir faire en sorte que l'on puisse, nous, vivre notre vie correctement, amener nos enfants à l'école sans qu'il y ait des policiers armés devant les écoles, etc. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, le principe pour nous, c'est d'essayer de travailler, de mettre en œuvre des actions pour essayer de désamorcer certaines choses. Le principe étant que c'est un conflit qui est extrêmement problématique, qui fait beaucoup de morts. Et nous, ce qu'on veut, c'est peut-être éviter d'en vivre les conséquences ici à Marseille. Et même en France, d'une manière générale. Et donc là, on se met au travail pour essayer de mener des actions qui permettraient d'atteindre ces objectifs. Alors justement, et avant de se quitter, Rudy Benjamin, Léon Blum, qui était un homme politique de renom dans les heures les plus noires, dans les années 38, disait qu'il faut croire en l'humanité. Est-ce que, en parallèle avec ce que la communauté juive vit en ce moment, ce qui se profile, vous avez la même philosophie que lui ou pas?
Oui, je pense qu'il faut croire, mais il faut quand même rester vigilant. Bien sûr qu'il faut avoir de l'espoir, mais il ne faut pas non plus être déconnecté de la réalité qui est quand même compliquée, que l'on vit au quotidien. Et donc, voilà, encore une fois, garder de l'espoir, bien sûr, mais aussi garder les pieds sur terre, rester vigilant et travailler pour essayer de faire en sorte qu'on vive tous une vie paisible ici en France et surtout à Marseille. Bien, je vous remercie infiniment, Rudy Benjanin. Je rappelle que nous allons bientôt entrer dans les fêtes de Hanouka. Et bon, on a une lourde tâche. Nous tous, on a 7 jours pour éclairer le monde. Je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence.